Alors bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur le Python. Donc on continue notre série et là on a vu comment faire de l'algèbre linéaire, on a vu tout ce qui était commande de base. Maintenant on va voir dans ce tutoriel quelque chose de très important en langage de programmation, c'est tout ce qui s'appelle structure de contrôle. Donc on va voir ce que c'est, on va voir comment l'utiliser et on va voir pourquoi en programmation c'est si important. Donc la première de ces structures de contrôle, c'est ce qui s'appelle la commande if. Donc c'est mettre une condition, un if, un si, sur mon code. Donc premier petit exemple, on assigne x égale 5 à une variable et on met la condition si x est égal à 5, donc rappelez-vous, il faut les deux égales pour comparer une variable à un nombre, on va imprimer quelque chose. On va imprimer x égale à 5. Donc la structure, c'est toujours if, une condition à vérifier, si elle est vraie ou fausse, et deux points. Ensuite, on revient à la ligne. Et là, vous devez faire attention de mettre ce qui s'appelle une indentation. Une indentation, c'est un espace qu'on écrit avec tab. Comme ça, Python, il comprend que ces deux choses appartiennent au même bloc. Si je le mets là, c'est comme si ça n'appartenait pas au if, donc Python ne le comprend pas. Donc là, vous avez un petit trait rouge qui vient pour me dire que Python ne comprend pas quelque chose, mais avec une indentation, alors Python comprend que ça fait partie du même bloc. Donc if, une condition, deux points, et on revient à la ligne. On revient à la ligne et on met une tabulation avec ce qu'on doit faire si c'est vrai. Donc if x égale à 5, alors on imprime x égale à 5. Maintenant, si je mets x égale à 6, alors la condition n'est pas validée, donc ça ne me retourne rien. Là, ça ne me retourne rien, alors que quand x égale à 5, quand la condition est vérifiée, alors on a la commande ici qui s'affiche. Donc cette commande-là, le retour à la ligne ne s'exécute que si la condition du if est vraie. Donc ça sert à ça, un if, ça sert à vérifier quelque chose et on dit, ah, si ça c'est vrai, alors continue comme ça. Et là on voit que si y égale à 4, et j'ai la même condition, si y égale 5, j'imprime, là j'aurais dû mettre y est égal à 5, là je run le code, ça n'est pas égal, alors ça ne retourne rien. Donc si la condition est vérifiée, ça retourne, là je ne suis pas obligé de mettre un print, je peux mettre n'importe quoi, je peux mettre fait y plus 3, c'est égal. La chose importante, c'est que si le si est vérifié, si la condition est vérifiée, on continue le code, sinon le code s'arrête. Donc bien sûr qu'on peut mettre une condition si c'est vrai et une condition si c'est faux. Donc ça c'est la commande if else. Donc on a de nouveau une variable que je vais mettre égale à 5. On a une condition, si x égale à 5, alors j'imprime x est égal à 5, classique. Ensuite, à la même hauteur que le if, je peux mettre un else, ça veut dire sinon. Ça veut dire si c'est pas vrai, alors. Alors fais quoi? Alors imprime x n'est pas égal à 5. Et la structure c'est la même, c'est le else à la hauteur du if, deux points, et ensuite on a de nouveau une tabulation pour aligner les conditions. Donc là, quand x égale à 5, ça va me marquer x égale à 5. Quand y, alors là, je peux mettre y, là aussi. Si y égale à 4, j'ai les mêmes conditions, alors y ne va pas être égal à 5. Donc ça, c'est vraiment la structure du if-else de base. Si j'ai une condition qui est satisfaite, on dit au code de faire quelque chose. Si j'ai une condition qui n'est pas satisfaite, on dit au code de faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment une des structures très 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 utiles et très basiques en programmation en général. Et à ça, on peut ajouter ce qui s'appelle un elif. Ça veut dire sinon, si. On ajoute une condition intermédiaire. Et là, de nouveau, c'est juste le mot qui change, mais la structure reste la même. On a un elif avec de nouveau une condition.
et notre else qu'on a vu avant. Hein. Donc j'ai un x qui est égal à 5, je dis si x égale à 5, alors affiche ça, affiche x égale à 5, sinon, c'est elif, c'est la contraction de else if, donc sinon si, donc sinon si x égale à 4, imprime x égale à 4, sinon, imprime x n'est ni égal à 5, ni égal à 4. Hein. Et les elif, on peut en avoir autant qu'on veut de ces conditions intermédiaires. Hein. Donc là, si y, alors c'est de nouveau y, donc je peux juste l'appeler ici x pour correspondre à ce que je lui demande d'imprimer, et là aussi, tac, tac, tac. Et là, la même chose, hein. Si j'ai quelque chose qui n'est ni égal, alors là, je peux l'écrire là, le z. Si j'ai quelque chose qui n'est ni égal à 4, ni égal à 5, ça me retourne le else. Z n'est ni égal à 5, ni égal à 4. Et là, si je veux être correct, ça va être y partout, pour pas confondre avec le x d'avant. Hein. Donc là, on a la deuxième, on a les trois cas de figure. Hein. On a le x qui était égal à 5, premier cas de figure, hein, on s'arrête là, parce que x est égal à 5. Deuxième cas de figure, on doit aller jusque là, c'est pas égal à 5, alors le code continue, jusqu'au elif. C'est égal à 4, alors on dit y égale 4. Et si c'est ni l'un ni l'autre, alors on est obligé d'aller jusqu'au else, et de dire z n'est ni égal à 5, ni égal à 4. Hein, donc ça c'est la première structure de contrôle, c'est le if-else, c'est pour des conditions. Et ça, c'est utilisé quasiment dans chaque code que vous allez faire. Il y aura à un moment donné une condition if. C'est extrêmement utile en programmation. Ensuite, comme deuxième type de structure de contrôle, il y a tout ce qui est boucle. Donc une boucle, ça permet d'écrire de manière facile quelque chose qu'on veut répéter. Par exemple, si on veut répéter le fait d'additionner un nombre, au lieu de faire un énorme code avec chaque fois l'addition qu'on veut, on peut simplement faire une boucle for. Hein, donc les boucles for, c'est extrêmement utile parce que ça rend mon code très concis et très efficace. Hein. Donc là, par exemple, la structure, c'est la même hein, que le if. On a for, une condition. Là, on va dire i in dans cette liste. Donc, ce bout de code entre crochets, ça s'appelle une liste. On verra dans le tutoriel suivant en détail ce que c'est une liste et comment l'utiliser. Là, c'est juste pour la boucle. Donc, c'est vraiment la même chose. Hein. On a le for, qui est le mot que Python va dire « Ah, là, je suis dans une boucle. » Une condition, donc i in dans cette liste. Donc, pour tous les i dans la liste 1, 2, 3, 4, 5, donc i va d'abord être égal à 1, après 2, après 3, après 4, après 5. 2 points, comme pour le if. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Pour i dans 1, 2, 3, 4, 5, donc successivement, i va prendre la valeur 1, 2, 3, 4 et 5, on va imprimer i. Hein. Et là, si on run le code, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 qui s'affiche. Hein. Donc pour chaque i, on a le bout de code qu'on veut exécuter qui va s'exécuter. Hein. Donc au lieu de mettre print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, je peux simplement faire une boucle for pour avoir le résultat que je souhaite. Hein. Mais les boucles for, c'est pas uniquement pour des nombres, hein, c'est pas uniquement pour des floats, ça peut être pour n'importe quoi. Donc typiquement ici j'ai un exemple pour C dans vert bleu rouge. Là c'est des caractères. Hein. Pourquoi c'est des caractères? On le voit parce que c'est entre guillemets, hein, ça on l'a vu dans le tout premier tutoriel. Donc pour C, c'est ma variable qui va prendre la valeur vert, la valeur bleue, la valeur rouge. Je peux mettre print C, et là, si on run le code, hein, on aura vert, bleu, rouge qui apparaissent. Hein, donc c'est valable, c'est très très général les boucles for. Hein, c'est valable pour énormément de choses, et c'est extrêmement utile. Très souvent, dans les boucles for, on va lier notre boucle for avec ce qui s'appelle la commande range. Donc range, c'est une fonction en Python qui me retourne les n premiers numéros. Donc on voit typiquement quand je veux imprimer les 5 premiers numéros et ça, bah, la fonction range c'est super pratique. Hein. Donc ça s'écrit simplement range, et là je vais prendre les 10 premiers numéros, range de 0 à 10,
Et je peux, pour i dans ce range, je peux imprimer i. Et là, il faut faire attention à quelque chose, c'est que en Python, et ça dépend du programme que vous utilisez, ça dépend du logiciel de programmation que vous utilisez, Python commence toujours à compter en 0. Donc là, j'ai bien 10 numéros, mais j'ai pas de 1 à 10, j'ai de 0 à 9. Et ça, il faut vraiment faire attention. Et ça, c'est vraiment... je ne sais pas, je sais que Julia commence en 1. Pour le R, je crois que R commence en 1 aussi, mais je suis plus sûr. Mais il faut vraiment faire attention, ça dépend vraiment du logiciel. Mais Python, rappelez-vous, Python commence en 0. Donc là, le range 10, c'est toujours de 0 à n-1. Donc là, je peux très bien mettre range 100 et je vais avoir les 100 premiers numéros qui s'affichent. Donc très pratique ces boucles for. Donc rappelez-vous, une boucle for, c'est for, ma condition, ce que je veux boucler, 2 points, et de nouveau à la ligne avec une indentation, un indent, je ne sais pas si c'est un ou une, mais un indent, et ce qu'on veut faire avec cette boucle. Il y a aussi ce qui s'appelle les boucles while. Donc là, les boucles for, on sait où on commence et où on s'arrête. On dit pour ces objets dans cette liste, fais ça. Et on sait que ça va prendre chaque objet de la liste. Mais des fois, on a envie d'exécuter un code tant que quelque chose est vrai. Donc c'est le while. Donc c'est exactement la même structure. Donc là, j'ai i égale 1. Et je dis tant que i est plus petit que 5, ma condition. Donc c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'on appelle ça structure de contrôle et qu'on met ça dans la même, dans la même catégorie. Parce que c'est toujours le mot, soit le if, soit le for, soit le while, le mot que Python comprend et dit « Ah ouais, c'est tant que ça c'est vrai, je dois exécuter ça. » Ma condition, 2 points et un indent. Et là, il faut faire extrêmement attention avec les boucles le while. Pourquoi? Parce que si là, je ne mets pas cette ligne, donc cette ligne, j'augmente de 1. J'incrémente, on appelle ça incrémenter en programmation, j'incrémente i de 1. Ça veut dire que i va commencer à 1, après il va être 2, 3, 4, 5. Et là, quand i est plus grand que 5, je sors de ma boucle while, ça c'est plus vrai, donc je vais arrêter d'imprimer i. Maintenant, si vous ne mettez pas cette ligne, vous entrez dans ce qui s'appelle une boucle infinie. Pourquoi? Parce que i va être égal à 1, ça va toujours être plus petit que 5, et ça va toujours continuer à imprimer 1. Donc ça, si je mets cette ligne en commentaire, donc Python ne va plus l'exécuter, là, Python va devenir fou, et va continuer à imprimer à l'infini des 1, parce que la condition est toujours vraie. Et là, il devient fou et il prend toute ma mémoire jusqu'à ce que mon ordi bug. Donc là, je dois interrompre manuellement le programme, sinon il tourne à l'infini. Et il remplit la mémoire de mon ordinateur à l'infini. Donc faites très attention, quand vous travaillez avec une boucle while, vous devez vous assurer de ne pas être dans ce qui s'appelle une boucle infinie. Sinon, votre ordinateur va juste exploser. Donc ça, c'est pour les structures de contrôle. Donc le if-else, la boucle for et la boucle while. Et on verra dans des exemples plus complets. Là, c'est des exemples très très simples pour comprendre comment ça marche. Mais on verra dans des exercices, dans des exemples plus concrets, l'utilité de ces boucles. Et là, de nouveau, comme pour le if, dans quasiment chaque code que vous allez écrire, il y aura à un moment une boucle for. Parce que, typiquement, vous voulez travailler sur les lignes d'une matrice, vous allez... utiliser une boucle for pour dire voilà, pour la première ligne on va faire ça, pour la deuxième ligne on va faire ça. C'est extrêmement utile. Vous travaillez avec un fichier Excel, vous voulez faire la même opération pour chaque ligne, vous n'allez pas écrire le code pour chaque ligne, vous allez dire pour les lignes de temps à temps on va faire la moyenne des données, ou on va faire peu importe. Donc c'est extrêmement utile. Et enfin, dernière partie de ce petit tutoriel, c'est tout ce qui s'appelle des fonctions. Alors, des fonctions, c'est comme la fonction print qu'on a vu, comme la fonction print qu'il y a ici. Ça, c'est une fonction qui existe déjà en Python, et qui est déjà implémentée en Python, et qui a déjà une fonction propre.
mais on peut aussi créer nos propres fonctions. Hein. Et comment on fait pour créer une fonction? Alors, on la définit, on met def un nom, le nom qu'on veut. Là, j'ai mis fonction, mais ça peut être n'importe quoi. Et la variable que cette fonction prend. 2 points et un indent. Donc, toujours vraiment cette structure en Python, c'est vraiment cette structure 2 points, indent. C'est pour énormément de choses. Donc là, je définis ma fonction. Je peux l'appeler comme je veux. Hein. Je peux l'appeler que func si je veux. Je dis que ça prend en argument un x. Et ensuite, je lui dis quoi faire. Donc là, je lui dis de faire 3 fois x. Donc je définis ma fonction. Et maintenant, si je l'appelle, donc c'est vraiment comme une fonction en maths. Hein. Si je dis de faire func de 5, alors il va multiplier 5 par 3 et ça va me donner 15. Hein, et là, c'est très utile parce qu'une fonction, ça me permet de définir un truc général et ensuite de l'appeler de manière particulière. Hein. Là, je peux mettre n'importe quelle valeur, ça va toujours me donner 3 fois la valeur que je mets. Et bien sûr qu'une fonction peut prendre plus qu'un argument. Hein. Là, je pourrais mettre 2 arguments, x et y, et je peux dire que ça fait 3 fois x plus 5 fois y, par exemple. Et là, maintenant, je dois mettre 2 arguments, donc 10 et 5. Et là, on a bien que 3 fois 10, ça fait 30. 3 fois 5, 5 fois 5, ça fait 25. 30 plus 25, ça fait bien 55. Hein, donc, on peut avoir plein d'arguments différents. Et là, on peut aussi faire des fonctions plus compliquées, où on dit par exemple que z égale à notre résultat ici, et là on met retourne z. Hein. Donc on peut, dans le corps de la fonction, hein, dans des lignes là que je vais ajouter, toujours avec un indent, je peux mettre absolument ce que j'ai envie. Hein. Je peux mettre absolument ce que j'ai envie, et c'est le retourne qui va me dire qu'est-ce que la fonction redonne. Hein. Donc là je peux mettre ce que je veux, je peux mettre des boucles for, je suis extrêmement libre, tant que je ne fais pas d'erreur de syntaxe. Et ensuite, quand je mets retourne, c'est ce que me redonne la fonction. Hein. Et là, on a notre 55. Et après, le résultat, c'est ce qu'on va beaucoup utiliser. Le résultat d'une fonction peut être stocké dans une variable. Hein. Là, je peux mettre z égale à ma fonction 10,5. Et si je rappelle mon z, alors je vais avoir 55 qui revient. Donc ça, on va voir comment l'utiliser. On va voir des exemples concrets. Mais c'est de nouveau extrêmement utile. Donc voilà, un tout petit tutoriel pour voir les structures de contrôle, le if-else, la boucle for, la boucle while, et comment construire vos premières fonctions. Donc j'espère que ça aura été, et on se retrouve très très vite pour un nouveau tutoriel.